Écoutez, la politique en Côte d'Ivoire est caractérisée par ce que j'appelle le double visage. Il y a la façade, qui est souvent bien ripollinée, agréable à voir, belle à voir. Et il y a derrière la façade, tel dans un tombeau blanchi, les ossements. Je tiens à vous faire remarquer que la prison politique ivoirienne est l'une des plus remplies d'Afrique francophone. Ça, c'est d'une. De deux, qu'il y a la Côte d'Ivoire d'Abidjan et de ses quartiers rutilants, et il y a la Côte d'Ivoire des campagnes, qui est à la peine. Je tiens à vous faire remarquer que la Côte d'Ivoire demeure l'une des plus grandes plaques tournantes de l'immigration sauvage vers l'étranger, ce qui est le signe du désespoir de la jeunesse. Parce qu'en réalité, plus de 80% des bénéfices qui sont réalisés en Côte d'Ivoire le sont par des multinationales étrangères qui rapatrient leurs bénéfices dans leurs comptes bancaires à l'étranger. C'est un pays avec un PIB nominal intéressant, plus de 4 000 $ par habitant, mais un PNB, un produit national brut réel par habitant, extrêmement faible. Donc c'est un géant aux pieds d'argile. Mais la pire chose qui frappe la Côte d'Ivoire, c'est l'illégitimité structurelle du régime. Rendez-vous compte quand même que le président Ouattara prétend avoir gagné l'élection contre Mme Simone Gbagbo, M. Awadon Melo, M. Jean-Luc Billon et une certaine Mme... Il ne s'est pas déclaré professeur, il a été déclaré. Bon, écoutez, la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire est essentiellement composée des partisans de M. Ouattara. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, ce sont les partisans de M. Ouattara. C'est une autodéclaration. Et il a un vrai problème, c'est qu'il n'a pas de légitimité politique. Il aggrave son cas en gouvernant en famille. Dites-moi, sur tout le continent africain, est-ce que vous pouvez me citer beaucoup de cas où on a le président de la République qui est de la même famille que le vice-premier ministre, ministre d'État à la Défense, sans que ça ne soit clairement l'aveu de la capture du pouvoir d'État par un clan et par une famille. C'est honteux ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est d'autant plus honteux que les principaux opposants politiques du pays ont été exclus du jeu politique. Alassane Ouattara, c'est celui-là qui triomphe sans gloire en vainquant sans péril. Il exclut le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui pourtant, en 2005, a pris un décret pour lui permettre, lui, Alassane Ouattara, d'être candidat à l'élection présidentielle. Il exclut Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, qui a pourtant pris les armes pour que lui, Ouattara, soit politiquement inclus en Côte d'Ivoire. Il exclut Tidiane Thiam, président du PDC-IRDA, ancien ministre ivoirien, qui est pourtant à la tête du parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le parti historique de feu le président Houphouët-Boigny, qui a fait entrer M. Alassane Ouattara dans la classe politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un pays occupé par un clan qui a confisqué le pouvoir d'État et qui en fait ce qu'il veut avec ses alliés étrangers. Et cette situation est typiquement une situation pré-révolutionnaire. Oumar, je vous le dis, ici à Djoliba TV News, nous serons assis et nous allons commenter la chute de M. Ouattara. Professeur, nous ne serons pas à mesure en tout cas de commenter cette chute parce qu'elle n'est pas constitutionnelle pour nous. Alors venons-en à l'autre. Vous m'inviterez le jour où ça arrivera. Il y a quand même un activiste justement ivoirien cette année qui est sorti, cette semaine je vais dire, qui est sorti pour tenir en tout cas des propos très injurieux, on va dire ainsi, contre le président Abdraman Chani du Niger. Je pense que vous avez suivi cette évolution de l'actualité. Professeur, quel commentaire faites-vous de cette sortie de cet activiste? Je voudrais dire qu'à partir du moment où un individu s'attaque aux parents d'un adversaire politique, on est désormais hors de la politique. Je ne considère pas cet activiste comme un acteur politique. Je le considère comme quelqu'un qui a reçu ordre et mission d'agresser l'intimité et la dignité personnelle de Monsieur le Président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Chani. À partir de là, comme il a posé un acte extra-politique, un acte pré-politique et même métapolitique, cet individu assume désormais des responsabilités inouïes sur le plan karmique, sur le plan du karma. Je suis un critique du pouvoir de mon pays natal, le Cameroun, du président Paul Biya. Je suis un critique du pouvoir du président Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous ne trouverez jamais un mot d'insulte envers le père du président Ouattara ou sa mère, envers le père du président Biya ou sa mère. Parce que je critique le politique. Je mène un combat politique, je ne mène pas un combat infra-humain, je ne mène pas un combat, eh bien, comment on va dire, hors des règles de la civilité. Ce qu'a fait cet activiste pose le problème de la crédibilité de ceux qui le protègent. Cet activiste ne peut avoir dit ce qu'il a dit
que parce qu'il se sait protégé par les dirigeants ivoiriens et accessoirement par les dirigeants béninois, au nom desquels il s'est attaqué aux parents du président Abdourahmane Tiani. Il peut critiquer sévèrement, vertement, la politique du président Abdourahmane Tiani. C'est son droit. Mais aller jusqu'à insulter la mère, insulter le père, qui, quant à eux, ne sont ni président de la République du Niger, ni président du CNSP, c'est une abomination que je recommande à tous de condamner. Et je pense que les dirigeants politiques qui sont les mentors, les tuteurs de cet activiste, ont tout intérêt à l'obliger à faire amende honorable. Car s'ils laissent faire, cela leur arrivera nécessairement, pas par ma bouche, parce que moi, les parents de mes adversaires politiques sont innocents. Mais je crains qu'en laissant prospérer ce type de virus, on entre dans une contagion, on entre dans un capharnaüm et on entre véritablement dans une ère de décivilisation totale du débat public. C'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Nous devons simplement veiller à ce que le combat politique demeure politique. Très bien, que le combat politique demeure politique. Cette semaine, sinon il y a quasiment une dizaine de jours, nous avions également vu cette extradition de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba, qui, après avoir, en tout cas, d'après... Je vous fais remarquer que vous n'avez pas dit l'ancien putschiste. Tout d'un coup, là, vous trouvez des mots qu'il faut. Les mots ne viennent pas de moi, professeur. On n'invente pas la roue, professeur. Tout à fait. Alors, c'est un ancien président de la transition, quand même, faut-il le rappeler. Justement, il a été extradé du Togo au Burkina Faso. Déjà, il y a eu beaucoup de discours autour de cette extradition qui ont circulé. Déjà, quel commentaire faites-vous déjà de cette extradition d'Amiba? Le premier des commentaires, c'est il faut avoir une analyse objective de ce qui s'est passé. D'abord, à partir des faits. Moi, je suis convaincu par les faits qui ont été mis en lumière par la justice burkinabé qu'en effet, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition du Burkina Faso, ancien lieutenant-colonel de l'armée du Burkina Faso, a tenté par plusieurs fois de renverser le régime de son successeur. Pas putschiste. Laissez-moi finir. Allez-y. Vous voulez me prêter des mots maintenant? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous aviez des mots. Non, professeur. Ah oui, vous voyez? Je vous avance le pas. Vous mettez putschiste quand ça vous arrange. Allez-y, quand ça vous dérange, vous allez-y, professeur. Donc, d'abord les faits. Oumar, il a bel et bien fait cela. Mais je connais l'objection. C'est pour ça que je vous empêche de me voler les mots. On pourrait dire tout naturellement, mais lui, il a voulu faire un coup d'État à quelqu'un qui lui a fait un coup d'État. On pourrait presque penser que c'était un échange de bons procédés. On se rappelle la fameuse expression, qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Il a donc voulu se battre pour la chose. Et ça lui a échappé. Mais la chose lui a échappé, et celui qui a la chose l'a pris sur la chose. Donc il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le fait que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas imaginaires. Ça, c'est le minimum, sans quoi le débat n'est pas utile. Deuxième niveau, il a commis ses actes à partir du Togo. À partir du moment donné, il commettait ses actes à partir du Togo, il mettait le Togo en difficulté diplomatique. Avec l'AES en général, le Burkina Faso en particulier. Le Togo avait le choix entre le protéger et par là devenir co-responsable des actes de Damiba, ou alors lui demander de quitter son sol, ou alors le remettre aux autorités burkinabées qui avaient lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Le Togo a choisi la dernière option, extrader M. Paul-Henri Sandaogo Damiba auprès du Burkina Faso. Je voudrais ici dire que je comprends parfaitement la décision togolaise. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.